dans un parti démocrate tel que celui-là, effectivement, Kamala Harris est ce qui ressemble le plus à l'ancien parti démocrate qui était traditionnellement favorable à Israël. Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Ça fait longtemps que nous n'avons pas dialogué ensemble et nous allons le faire dans le contexte des élections présidentielles américaines qui approchent à grands pas. Et après l'annonce faite par Joe Biden avant-hier de désigner comme colistière, on va dire, Kamala Harris, qui était procureur de la Californie. Il faut bien avouer que on ne connaît pas beaucoup Kamala Harris en Israël. Et je voudrais que vous nous essayiez de nous la présenter, bien entendu sous un prisme de sa relation avec la communauté juive américaine et avec l'État d'Israël. Où se situe-t-elle ? Écoutez, avant toute chose, je crois qu'il faut quand même rappeler ceci, c'est que avant que Biden n'ait choisi Kamala Harris, on avait au sein du Parti démocrate américain fait une sorte de portrait robot de la personne qui devait être le candidat à la vice-présidence, et on avait décidé que ce devait être une femme et ensuite une personne issue des minorités et de préférence issue de la minorité noire. C'était un choix qui avait été, évoqué absolument partout au sein du Parti démocrate et par tous les commentateurs favorables au Parti démocrate. Donc Kamala Harris a été essentiellement choisie en fonction de ces critères, et je crois que il y a fondamentalement à travers ce type de choix évidemment des questions que l'on peut se poser sur l'évolution du Parti démocrate et sur l'évolution à terme du système politique américain. Alors justement, l'évolution dans le choix ainsi défini, Biden a pris la personne qui pouvait passer pour étant la moins extrémiste. Mais je répète, c'est dans le cadre de ce choix. C'est-à-dire que présenter Kamala Harris comme une personne qui se rattache à l'aile la plus modérée du Parti démocrate, c'est absolument exagéré. Ce qui est vrai, c'est que par rapport aux autres personnes que l'on avait évoquées, Kamala Harris a une position, disons, la position la moins extrémiste possible, dans le cadre d'un pré-choix qui lui-même était orienté assez clairement vers un profil, je dirais, plus démagogique que démocratique. Mmh. Alors, par rapport à la communauté juive, on peut dire ceci: dans un parti démocrate qui, avec l'ampleur d'une sorte de tremblement de terre, est en train d'évoluer vers son aile la plus à gauche, et donc vers son aile la plus réticente, tiède ou franchement hostile à l'égard de l'État d'Israël. Dans un parti démocrate tel que celui-là, effectivement, Kamala Harris est ce qui ressemble le plus à l'ancien parti démocrate qui était traditionnellement favorable à Israël et favorable aux bonnes relations entre les États-Unis et Israël. Quand on regarde comment ses déclarations, quand on regarde comment elle a voté, on s'aperçoit qu'elle n'est pas, on ne peut pas la classer parmi les soutiens inconditionnels et à 100% d'Israël, mais tout de même, son attitude est très largement et beaucoup plus pro-israélienne qu'autre chose. En particulier, plus que Biden, par exemple ? Non, pas plus que Biden, parce que sur ce plan-là, disons, elle est sur la même ligne que Biden. Alors, Biden lui-même, évidemment, je n'ai pas évoqué ça, mais le choix de Biden, Biden a gagné les primaires
que parce que, au fur et à mesure que les primaires se développaient et qu'on voyait monter l'extrême gauche à travers les primaires, notamment autour de Bernie Sanders, il y a eu une sorte de panique dans le parti démocrate traditionnel et on a décidé à tout prix de choisir Biden parce que c'était le seul candidat possible qui pouvait encore incarner le parti démocrate traditionnel. En dépit de l'âge de Biden, en dépit d'un profil politique qui est très très compliqué, et en dépit de tout cela, il a été choisi. Maintenant, nous sommes quand même devant une élection américaine absolument particulière parce que ce que vous disent les médias américains, les médias mainstream, on va dire, c'est que jamais le choix d'un vice-président aura été plus important dans une campagne électorale américaine. À cause de l'âge de Biden. Une manière gentille de dire, que la vraie question, c'est la personne qu'on va réellement élire, c'est le vice-président, parce que le président sera incapable d'être réellement le président. Soit parce à ce point, vous le pensez, vous pensez que... Non, mais Biden lui-même a dit, vu mon âge, il est clair que le choix du vice-président est important. Ce qui veut dire, en d'autres termes, vu l'âge que j'ai, je ne suis même pas sûr de pouvoir terminer mon mandat, ou je ne suis pas sûr, en tout cas, de le terminer en bonne santé. Et cela est tout à fait clair pour tout le monde. Je ne suis pas en train d'entrer ici dans des considérations sur, je dirais, l'agilité mentale d'un homme qui va bientôt avoir 80 ans. Ce n'est pas du tout de ça que je parle. Je parle de tout à fait autre chose, du fait que l'âge même du président est un âge tout à fait exceptionnel qui donne un poids extrêmement important au choix du vice-président. De facto, on peut dire que le futur président des États-Unis, si c'est un démocrate, ce sera beaucoup plus Kamala Harris que Biden. Et ça, de ce point de vue-là, donc de ce point de vue-là, on peut dire que pour Israël, c'est un motif on va dire d'apaisement, on va dire une manière de se rassurer par rapport justement à ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la tendance prononcée du Parti démocrate américain actuellement. Écoutez, franchement, je crois que les personnes qui font une analyse politique, qui essaient d'aller loin, ne sont pas réellement rassurés. Ils ne sont pas réellement rassurés parce que, c'est un fait. Biden, c'est l'aile la plus modérée du Parti démocrate d'aujourd'hui, qui a viré à gauche de manière assez stupéfiante. Et deuxièmement, Kamala Harris, dans le profil du vice-président, qui est un profil non pas démocratique, mais il faut bien le dire totalement démagogique, dans ce profil-là, elle est également la plus modérée. Ce sont deux personnes qui n'ont jamais fait profession, disons, de critique systématique vis-à-vis de l'État d'Israël, qui certainement sont entourés de gens qui ne sont pas hostiles à l'État d'Israël. Le problème, c'est que ils vont devoir gouverner. Leur victoire va être celle d'un parti démocrate qui est massivement maintenant dominé par son aile la plus à gauche, qui est une aile profondément anti-israélienne. Je vous donne deux exemples des primaires qui se déroulent actuellement au sein du Parti démocrate. Vous aviez le cas de New York, où vous aviez un député de New York d'origine juive qui, selon le style démocrate traditionnel, avait des positions de gauche sur énormément de sujets, mais qui en même temps avait des positions solidement pro-israéliennes. Cet homme qui était un député sortant a été écrasé aux primaires par un candidat appartenant à l'aile gauche du Parti démocrate. De la même manière, nous voyons que lorsqu'il y a des primaires en vue de requalifier pour les élections de novembre prochain,
Vous savez qu'aux États-Unis, on vote à la fois pour le Congrès et pour le président. Donc, on vote en fait pour énormément de choses le même jour. Donc, il y a des élections, on va dire, législatives qui se déroulent en même temps que la présidentielle. Donc, dans ces primaires pour les candidats aux élections législatives, à nouveau, ce fameux groupe de 4 femmes extrémistes qu'on appelle couramment le squad, appelons ça l'escadron, bien, je ne sais pas comment il faut traduire. Ce groupe, les candidats on a prétendu, les médias ont dit peut-être qu'ils vont être en difficulté. Pas du tout. Ils gagnent une à une les primaires de manière absolument écrasante. Donc, la victoire de Biden sera une victoire de l'aile gauche du parti démocrate. Quelle que soit l'opinion de Biden sur beaucoup de sujets, quelle que soit l'opinion de Kamala Harris sur beaucoup de sujets, ils pourront au mieux, servir de contrepoids à une dérive, mais la dérive est là. Et nous allons nous trouver avec une modification tout à fait grave, de caractère, comme on dit, séculaire, des relations entre les États-Unis et l'État d'Israël. Alors, vous parlez de victoire des démocrates. Est-ce que vous, en tant qu'analyste, observateur de ce qui se passe, vous pensez que cette victoire, elle est incontournable, que Donald Trump n'a pas les moyens, dans la conjoncture actuelle, face à la crise, face à ces déclarations, de retourner la tendance? Non, je ne dis pas ça du tout. Je ne dis pas ça du tout. Vous avez des sondages qui apparemment sont extrêmement défavorables à Trump et favorables à Biden et aux démocrates, mais on sait que les sondages, dans la mesure où ils ont une certaine validité, les sondages sont plus crédibles quand on se rapproche du dernier moment de l'élection que plusieurs semaines avant, parce que tout simplement, il y a une partie importante de l'électorat qui prétend ne pas avoir fait son choix, mais qui en fait a fait son choix déjà, mais pour des raisons diverses, n'a pas envie de le dire tout haut. On voit ça dans tous les pays. Donc, ce que nous voyons, c'est que même dans le cadre de sondages qui sont défavorables à Trump et défavorables aux républicains, l'avance des démocrates, de Biden et des autres candidats démocrates s'effrite peu à peu. Donc, nous sommes dans une situation où quelque chose est en train de changer. Ce qui est certain, c'est que le Parti démocrate a eu un comportement assez incompréhensible pendant l'année qui vient de s'écouler, ou plutôt malheureusement trop compréhensible, et c'est un comportement qui, à mon avis, a été une erreur. En effet, raisonnons de la manière suivante. Estimons que la présidence Trump ait un bilan négatif. Estimons que Trump n'a pas été un bon président des États-Unis. Si l'on raisonne comme cela, l'attitude des opposants à Trump, c'est-à-dire du Parti démocrate, aurait dû être de simplement dire, écoutez, avec nous, on revient à la raison, au bon sens, Trump a divisé l'Amérique, nous allons rassembler l'Amérique. Normalement, c'est ça l'attitude payante que l'on aurait dû avoir face à Trump, surtout lorsque l'affaire du Covid-19 a fait voler en éclats beaucoup des atouts de Trump pour la réélection, en particulier sur le plan économique. Donc, c'est ça qui aurait dû être l'attitude des démocrates. Ce qui s'est passé, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que, loin de vouloir être des rassembleurs, les démocrates, ou plutôt les leaders qui se sont dégagés à travers les primaires et par la suite les apparatchiks du Parti démocrate qui ont raisonné sur le coup de ces premiers résultats, leur attitude a été au contraire
de faire une surenchère avec l'extrême gauche de leur parti, en fait, d'être plus divisif encore que Trump lui-même, selon leur propre argumentation. Et en fait, ils ont créé une situation où maintenant, il y a des gens qui se disent, finalement, je n'étais pas pour Trump, mais entre Trump et des gens qui vous disent, alors que des émeutes sont en train de ravager de grandes villes américaines, qui vous disent que les émeutiers ne sont rien d'autre que de pacifiques manifestants et qu'il faut defund the police, c'est-à-dire dissoudre la police. Quand les gens voient ça, ils se disent « je n'aime pas Trump, mais entre Trump et ces gens-là, je vais quand même voter Trump ». Il y a un journaliste américain célèbre qui s'appelle Bernard Goldberg. Bernard Goldberg vient de faire un éditorial. Ça a été un des journalistes phares de CBS pendant de très longues années. Et Bernard Goldberg dit, voilà, mon père était démocrate, mes parents étaient démocrates. Moi, j'ai été démocrate toute ma vie. Trump, tous ceux qui suivent mes éditoriaux savent que je n'aime pas Trump et j'aurais vraiment souhaité que quelqu'un d'autre devienne président des États-Unis. Mais entre Trump et ce que les démocrates nous proposent aujourd'hui, entre Trump et ce que le Parti démocrate est devenu, malheureusement, je ne peux pas faire autre chose que de voter pour le candidat que je n'aime pas, mais qui est le moins mauvais des candidats en lice. Alors Michel, une dernière question, si vous pouvez nous répondre en 2 minutes maximum. Est-ce que vous pensez que d'ici les élections, d'ici le début du mois de novembre, Donald Trump, justement pour essayer de gagner quelques points précieux, en particulier auprès de son électorat évangéliste, va enclencher une sorte de démarche qui pourrait être liée à cette option d'annexion dont on a parlé, d'instauration de la souveraineté israélienne? Est-ce que vous pensez que c'est définitivement écarté de l'ordre du jour du président américain, ou alors il y a encore une opportunité pour Donald Trump où il y a des pressions? Y a-t-il des pressions de la part des évangélistes dans cette direction? Je ne sais pas. La vérité, c'est que je ne sais pas. La vérité, c'est que il ne semble pas que la question, pour l'instant, fasse partie de la campagne électorale américaine. Ce qui fait partie de la campagne électorale américaine, c'est que Trump peut dire, vous voyez, il parle là à l'ensemble des pro-israéliens des États-Unis, et en particulier des pro-israéliens non juifs, n'est-ce pas, chrétiens, et il leur dit, toutes les promesses que j'ai faites concernant Israël, je les ai tenues. Ouais. Et ça, c'est sans doute quelque chose d'important. Ce qui se dit, mais franchement, moi je ne suis pas un insider, je ne connais pas les choses de l'intérieur, en tout cas pas sur ce plan-là. Ce qui se dit beaucoup, c'est que l'homme le plus influent auprès de Trump, peut-être depuis le début, mais certainement maintenant, c'est son gendre, Jared Kushner, et que Jared Kushner, pour des raisons X, sur lesquelles on peut beaucoup discuter, lui n'est pas favorable à une accélération de quoi que ce soit au Moyen-Orient dans les circonstances actuelles. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup de toutes ces précisions, nous avoir brossé rapidement un portrait de la nouvelle candidate au poste de vice-présidente et nous avoir évalué, on va dire, les chances, les risques d'une élection de Joe Biden. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.